Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Pour ce premier numéro, nous sommes ravis de parler formation professionnelle. Les besoins des actifs changent, mais les besoins du marché du travail changent eux aussi. Comment mettre en adéquation ces besoins du marché et la demande des salariés? Les formations courtes sont-elles la réponse? La formation professionnelle est-elle la réponse, elle aussi, au chômage? Nous allons poser toutes ces questions à nos deux invités, deux experts de la formation. Nous accompagne aujourd'hui Yann Gabet, fondateur et CEO d'Origami, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Adam Aymon, gérant de l'organisme de formation professionnelle agréé Vénus Consulting. Bonjour. Bonjour. Est également avec nous aujourd'hui. Ma première question, Adam Aymon, elle sera peut-être pour vous. Compte formation pour les salariés, compte formation pour les entreprises. Les aides à la formation professionnelle sont nombreuses aujourd'hui. Comment expliquer alors les difficultés pour beaucoup d'actifs à trouver la bonne formation et donc par la suite un emploi? Alors, tout d'abord, comme vous l'avez dit, nous avons plusieurs dispositifs qui permettent le financement des formations. Donc, tout d'abord, il y a le CPF que tout le monde connaît, donc le compte personnel de formation. Ensuite, il y a les plans de financement qui sont effectivement attribués par les opérateurs de compétences afin de permettre aux entreprises de former les actifs. On va dire que la complexité aujourd'hui, elle vient du marché. Pourquoi? Parce que dans ce marché aujourd'hui du travail, en fait, on connaît plusieurs évolutions, soit des évolutions technologiques, soit des évolutions, on va dire, sociales, comme malheureusement la crise sanitaire, ou on pourrait également avoir des évolutions législatives. On pourrait y revenir un petit peu plus tard. Donc, effectivement, la complexité, elle va plutôt venir de ces évolutions-là. Et c'est qui n'arrive pas à suivre alors avec ces évolutions? C'est les entreprises qui ont du mal à suivre? C'est les organismes de formation? Alors, généralement, les évolutions, par exemple, quand j'ai parlé des évolutions technologiques, on le sait tous, en fait, tous les salariés ainsi que tous les actifs, ils doivent se former, en fait, tout au long de leur processus de travail pour pouvoir apporter des compétences au sein de l'entreprise. L'entreprise, elle connaît une compétitivité. De plus en plus, on parle de transformation digitale. On parle de la mise en place de formation en e-learning. On parle également du digital learning. Et donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est permettre à ces salariés, à ces actifs, via ces formations, de pouvoir justement accéder facilement à un travail avec ces... Sur ces sujets-là, on va y revenir évidemment sur l'évolution, les mutations profondes, notamment numériques, technologiques, liées à l'informatique. Évidemment, on va y revenir. Moi, c'est vrai que je parlais de... Il y a peut-être un problème déjà, peut-être au début, Yann Gabet, d'orientation, de conseils. Les gens ont du mal peut-être dès le début à trouver la bonne formation. En fait, c'est complexe. Oui, c'est complexe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, c'est un système. Et dans le système, il y a celui qui va être formé, enfin le demandeur d'emploi ou le salarié qui veut changer ou qui veut évoluer. Il y a l'entreprise qui recrute ou qui va faire évoluer le salarié, et il y a au milieu l'organisme de formation. Et autour de tout ça, il y a tout le système législatif et les paritaires. Déjà, ça fait un gros système. Le salarié, en effet, ou le demandeur d'emploi, il faut s'orienter. Aujourd'hui, il y a un discours, par exemple, si je prends le numérique, il y a un discours énorme dans le numérique, il faut se former dans le numérique, etc. Mais se former dans le numérique, je sais pas, c'est comme se former dans le bâtiment. Enfin, il y a des tonnes de métiers différents en fonction du métier qu'on veut faire. Alors, du coup, il y a les formations de développeurs fleuristes, par exemple, etc. Donc, l'orientation, c'est déjà le premier point. Mais une fois que l'orientation est faite, il faut que l'offre de formation, elle suive aussi. Et là, c'est le travail de l'organisme de formation. Et pas que. Et pas que. Comme on disait, le système qui est autour, par exemple le système de certification, aujourd'hui est aussi très complexe, et il est sur une temporalité qui est complètement décorrélée de la temporalité du marché du travail. Par rapport à ce que vous dites, justement, j'ai un chiffre, plus de 80% des demandes de certification au répertoire spécifique sont refusées par l'organisme France Compétences. Comment vous expliquez ce chiffre? Déjà, il y a... je ne sais pas, déjà dans la validation de la certification en elle-même, alors déjà, il y a peut-être aussi eu un engouement vers la certification aujourd'hui de nombre d'organismes qui ont déposé grâce ou à cause du CPF, parce qu'il fallait être certifiant pour être éligible au CPF. Donc déjà, ça a dû faire une porte d'étranglement. France Compétences, c'est quelque chose de très nouveau. Ça existe quoi, depuis 2 ans, 3 ans. Donc ça a eu le temps que ça se mette en place, etc., c'est très nouveau. Et le processus, il est encore mal connu
même des organismes de formation et même des certificateurs. Et donc, automatiquement, si tout le monde demande une certification, c'est normal qu'à un moment donné, le truc... Et après, il y a des problèmes de compréhension aussi de la part de ceux qui valident les certifications. Nous, par exemple, expliquer les métiers que font nos certifiés... C'est compliqué. C'est un sacerdoce. Ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Il faudrait également préciser qu'effectivement, s'il y a un refus de certification, c'est aussi de la part des organismes de formation. Il y a beaucoup d'organismes de formation aujourd'hui qui n'ont pas le label Calliope, du coup, qui sera obligatoire à partir de janvier 2022. Donc, effectivement, c'est une certification nécessaire pour pouvoir avoir les financements des opérateurs de compétences. Et donc, effectivement, France Compétences estime que les organismes de formation qui n'ont pas ce label n'ont pas, malheureusement, les compétences pour pouvoir valider ces différentes certifications. Est-ce qu'on peut peut-être essayer de donner quelques solutions? On a compris que c'était un système assez complexe. Est-ce qu'il y aurait des solutions peut-être faciles là, pour décomplexifier un peu ce système de la formation professionnelle en France? Qu'est-ce qui pourrait changer plutôt facilement dans le système actuel et qui pourrait simplifier les choses quand même? Moi, je pense que si on parle des salariés, je pense qu'il doit y avoir une transparence entre les employeurs et les salariés, parce que souvent, et c'est souvent le cas, chez nous, Venus Consulting, on a des salariés qui viennent nous voir pour nous dire « mais je ne connais pas mes droits à la formation, je ne sais pas à qui m'adresser et surtout j'ai peur en fait de solliciter mon employeur pour faire une formation ». Donc si on parle des salariés, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de transparence entre les employeurs et les salariés. Ensuite, si on parle des demandeurs d'emploi, je vais vous dire qu'effectivement, Pôle emploi, il met en place plusieurs plans pour permettre justement à ces personnes-là de trouver leur formation. Là, dernièrement, le Pôle emploi, il a mis en fait ce qu'on appelle le ECCCP. Donc, c'est l'évaluation des compétences et des connaissances professionnelles. Et donc, en fait, c'est un projet qui va permettre à chaque personne de définir ses besoins en formation, de définir les étapes à mettre en œuvre, en fait, tout simplement pour trouver une formation. Ce qui existe un peu déjà, c'est le bilan de compétences, c'est pas non plus nouveau. Alors, le bilan de compétences, il est plutôt, généralement, il est pour les salariés, pour les demandeurs d'emploi. Là, on parle des demandeurs d'emploi. Bilan de compétences, en fait, il pourrait s'inscrire également dans le cadre du CPF parce que on pourrait solliciter un bilan de compétences en dehors de l'accord de l'employeur. En termes de solutions aussi, souvent dans ce genre de problématiques complexes où on est sur une suite de cas particuliers, au final, c'est difficile de généraliser. Il y a, en général, c'est la décentralisation qui marche un peu mieux aussi. Donc déjà, peut-être un peu moins tout centralisé sur quelques décisions ou quelques décideurs qui vont faire que ça fonctionne, à la fois de manière régionale, mais aussi de manière sectorielle. Essayer de remettre un peu de secteur. Dans la réforme là qu'il y a eu en 2018, on a concentré de plus en plus de secteurs dans les mêmes OPCA qui sont devenus OPCO. Pour eux, ça a été compliqué à digérer aussi. Ils ont mis du temps, ils y arrivent, ils font un travail incroyable, mais c'est lourd. Quand vous réunissez restauration et numérique dans le même... c'est compliqué. Deux gros secteurs. Et la deuxième chose, c'est l'évaluation. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur l'évaluation. On sait certifier, on sait évaluer la qualité d'un processus, mais évaluer la qualité d'une formation, aujourd'hui, c'est surtout évalué par une prise de témoignages, d'apprenants, etc. Mettre des KPIs en face. Moi, je viens de ce milieu-là, donc mettre des indicateurs de performance concrets, mesurables, objectifs, etc. C'est pareil, c'est un chantier assez lourd. Il faudrait mesurer plus l'efficacité. On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, l'offre des organismes de formation est-elle à la hauteur, selon vous, des enjeux du marché du travail? Enjeux, en effet, relatifs, comme vous le disiez, au numérique notamment, beaucoup au numérique. Les organismes de formation, ils sont à la hauteur de ces nouveaux enjeux? Je pense que oui, parce qu'aujourd'hui, on compte une dizaine de milliers d'organismes de formation en France. Et il y a des organismes de formation multisecteurs et assez généralistes comme le nôtre. Après, vous allez trouver des organismes de formation plus spécialisés, comme celui de Yann. Donc effectivement, je pense que nous, les organismes de formation aujourd'hui, on est prêts à accompagner ces salariés-là dans ces transformations digitales et les accompagner effectivement pour effectuer des formations, pour leur permettre d'avoir les bases numériques pour exercer. Récemment, quand on a eu la crise sanitaire, je pense que les organismes de formation, ils ont joué un rôle très très important, ça faudrait le souligner. Pourquoi? Parce que nous, on s'est retrouvés au mois de mars et au mois d'avril avec plusieurs demandes de la part des entreprises pour pouvoir accompagner leurs salariés soit dans les maîtrises des réseaux sociaux, soit dans les outils numériques. Ça
savent pas utiliser Teams, des salariés ne savent pas utiliser Zoom, etc. Donc, bien sûr, on a parlé de digitalisation des entreprises. Évidemment que derrière, il faut des formateurs pour les aider, ces salariés, à comprendre ces enjeux-là. Comme je disais, c'est un système. Donc, automatiquement, dans la formation, il y a les compétences. Et puis, il y a aussi tout ce que ça apporte à côté. Dans les études, très souvent, on a montré que les parcours de formation, pour les demandeurs d'emploi, mais aussi pour les salariés, faisaient gagner en confiance, etc. Et donc, il y avait aussi une satisfaction personnelle qui était issue de la formation. Donc, je pense que l'offre de formation, il y a de tout. 59 000, je crois, organismes, ou 60 000. Il y a de tout. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a forcément des gens qui font des choses bien, des gens qui font des choses moins bien, mais en tout cas, ça fonctionne, l'offre est là. Après, il y a choisir son organisme de formation. Vous l'avez dit, trouver la bonne formation, ce n'est pas simple. Alors, il y a un site, Pôle emploi, La Bonne Formation, qui peut aider, mais c'est assez nouveau. Et puis, il y a aussi comment les recruteurs prennent en compte la formation professionnelle dans leur parcours de recrutement. Aujourd'hui, on reconnaît les écoles. Vous avez un diplôme master, ESSEC ou HEC, etc. dans votre CV, c'est reconnu, c'est direct, vous passez le premier cap. Vous marquez formation, un tel truc, etc. dans tel organisme de formation. Aujourd'hui, à ma connaissance, c'est assez peu pris en compte. Donc c'est là que les entreprises, les recruteurs ont aussi un rôle à jouer. Ils ont un double rôle à jouer. Ils sont centraux dans ce... Il faut qu'ils s'impliquent. Il faut qu'ils s'impliquent dans le besoin, pour comprendre le besoin. Nous, depuis le début, on s'est construit sur la base des entreprises. Du coup, automatiquement, c'était facile. Mais là, on doit continuer à les faire évoluer. On itère, d'où l'intérêt de la formation courte. On itère avec les entreprises pour adapter. On a besoin de plus de ça, un peu moins de ça, etc. Et puis, il y a aussi dans le fait de reconnaître la légitimité des gens qui sortent de ces parcours. Au-delà même de la certification elle-même. On a tout mis sur le diplôme et le titre. Mais en vrai, ce qui compte, c'est ce que c'est faire vraiment la personne quand elle sort, et puis sa capacité à rentrer dans une entreprise. Donc le système, il est beaucoup plus compliqué qu'il en a l'air. Je rebondis sur ce que vous dites sur la formation courte. Il n'y a pas de bonne formation, en fait. Toutes les formations peuvent être bonnes à prendre, ou faut-il aller peut-être plus à l'avenir vers des formations courtes, plus opérationnelles? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Alors, il n'y a pas de bonne formation à prendre. Déjà, pour rebondir sur ce qu'a dit Yann, aujourd'hui, les formations sur France Compétences, elles sont notées. C'est-à-dire que tous les organismes de formation, elles vont avoir une note comme sur Google, avis Google. Donc, c'est la vie des gens qui sont formés. Exactement. Donc déjà, ça permet aux organismes de formation de se distinguer, de permettre à chaque salarié de savoir quel organisme de formation est plus intéressant qu'un autre. Ensuite, pour du coup répondre à votre question, déjà, il faut partir du principe qu'aujourd'hui, les formations, en fait, mis à part cet aspect que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est technologique, évolution numérique, il y a également des aspects législatifs. Si, par exemple, je prends l'exemple du secteur de l'assurance, depuis 2019, toutes les personnes qui sont en contact avec les clients, elles ont en fait une obligation législative d'effectuer une formation de 15 heures par an. Et donc, s'ils n'effectuent pas cette formation, c'est l'entreprise qui est sanctionnée. Donc, est-ce que cette évolution législative, on ne va pas la retrouver demain dans d'autres secteurs d'activité, par exemple? Une dernière question, pour parler un peu de votre activité quand même, on n'a pas eu le temps d'en parler, 30 secondes. Comment vous arrivez, vous, dans votre structure, à prendre en compte justement toutes ces mutations profondes? C'est formé à des métiers qui n'existent d'ailleurs pas encore. On parle beaucoup d'obsolescence des compétences, de nouveaux métiers. Comment vous arrivez à prendre ça en compte? Moi, en fait, je viens de l'univers du marketing digital. J'ai dirigé des agences, etc. Donc ça a été très facile puisque j'étais recruteur. Donc le début, ça a été facile. Ça tombait bien parce qu'à cette époque-là, il y a 3 ans et demi, il fallait que j'apprenne la formation. Moi, je me suis plus formé à la formation qu'aux métiers sur lesquels on forme. Et donc, du coup, voilà, petit à petit, ça y est, maintenant, je crois que j'ai rattrapé une partie de mon retard, en tout cas sur cette partie-là. Maintenant, il reste à arriver à s'ouvrir sur des métiers que je ne connaissais pas forcément avant. Et donc là, c'est la deuxième étape. Et là, typiquement, ce qui m'a permis de construire Origami au départ et donc du coup d'accompagner 350 personnes, on n'est pas énorme, hein, on n'est pas très gros encore aujourd'hui, depuis 3 ans, c'est de toujours être proche des boîtes qui recrutent et de toujours aller chercher dans ces boîtes qu'est-ce qu'elles ont aimé, qu'est-ce qu'elles n'ont pas aimé dans les profils, etc. Et aussi de convaincre les entreprises que nos profils, qui sont des profils qui ont des parcours complètement atypiques, il y a de tout, en fait, ils sont équivalents parce que la façon dont on les a sélectionnés, la façon dont on les a formés, la façon dont on les a accompagnés leur permet aujourd'hui d'être équivalents à n'importe quel profil qui recrute ailleurs.
J'ai l'impression qu'il faut beaucoup de dialogue, en tout cas, entre les différents organismes, les recruteurs, les salariés. Les opérateurs de compétences. Les opérateurs de compétences. Oui, également. Voilà, Okay. donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on a besoin d'un dialogue assez profond. Et on s'attend à ce que les opérateurs de compétences, eux aussi, nous sollicitent également pour savoir quels sont les besoins que les organismes de formation ont pour qu'on puisse effectivement collaborer et puis apporter le mieux pour les salariés et demandeurs d'emploi. Tout à fait, on va terminer là-dessus. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés, Yann Gabet et Adam Aymon. À demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Merci à tous de nous avoir suivis.